Oui, bien, le droit à l'alimentation, en fait, c'est un droit qui a été a priori défini au niveau international. C'est un droit fondamental, un droit humain, comme on peut dire. Ça découle un peu de la question de la sécurité alimentaire. Donc, c'est l'idée de procurer une alimentation accessible, disponible, adéquate, donc saine, exemple de pesticides, par exemple, qui soit culturellement appropriée, donc à toutes les populations, finalement, au niveau international. Au Canada, le droit à l'alimentation est supposé être protégé. Donc, le gouvernement a ratifié les traités internationaux qui protègent le droit à l'alimentation. Malheureusement, au Canada, c'est un droit qui est un peu vide de sens. Canada, for example, is one of the only countries in the Western world that doesn't have a school food program, like a national school food program. So one of the things that is usually taken on by government in other countries here has to be taken on by community organizations here and there with the limited resources that they receive. C'est très fréquent, en fait, que les gouvernements signent des traités internationaux, que ce soit sur les droits humains ou autres, et qui ne les mettent pas en œuvre au niveau local. La raison pour laquelle ça se passe comme ça et qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas une police internationale qui vient punir le Canada, on appelle ça un État dualiste. Donc, quand il signe un traité international, après ça, pour que le traité s'applique dans son droit national, il faut qu'il adopte une loi de mise en œuvre du traité. Donc, c'est une espèce de protection que le Canada se donne pour bien paraître au niveau international, donc de dire oui, je ratifie, mais après ça, il se donne un peu un passe-droit là, pour faire, une fois de retour à la maison, de dire on va attendre un peu avant de le mettre en œuvre au niveau national. Bien, il y a vraiment une contradiction évidente, oui, parce que d'un côté, le Canada vient ratifier ça puis dire oui, c'est vrai, il faut protéger le droit à l'alimentation, le droit à la santé, notamment les droits socio-économiques. Mais de l'autre, quand on revient au pays, il bat ça du revers de la main puis il dit finalement, on est correct, on est un pays riche, on n'a pas besoin de ça, nous, protéger le droit à l'alimentation. C'est correct, on est au Canada, on n'est pas, par exemple, au Yémen où il y a des famines. Par contre, il y a vraiment des taux importants d'insécurité alimentaire au Canada, alors même qu'on produit une quantité faramineuse de nourriture. Le meilleur exemple que j'ai d'une bonne protection du droit à l'alimentation, ça serait le Brésil. À l'époque, ce que le Brésil avait fait, c'était de mettre le droit à l'alimentation dans leur constitution. Donc ça, c'est la meilleure protection qu'on peut donner au droit à l'alimentation parce que toutes les lois du pays sont obligées d'être conformes au droit à l'alimentation. Au Brésil, ça se concrétisait par une bourse qui était remise à toutes les familles dans le besoin pour qu'elles puissent se procurer une alimentation là, digne de ce nom. I mean, if you look at the greatest factor of food insecurity is poverty. So I think that getting deeper in the issue of food security would be to be offering, to have a higher minimum wage or to have a guaranteed basic income, to have social assistance rates where people are not living under the poverty line. So I think it has a lot to do with that because ideally what we'd like our members who come to the food bank to do is to be able to go to the grocery store like everybody else, to be able to go to the market, to be able to shop for their own food and make their own choices about what they want to eat and where they want to access that food.